Je suis entré dans ma chambre et je me suis figé, mon mari était enchevêtré dans les draps avec la meilleure amie de ma fille. Mais ce qui m'a anéanti, ce n'était pas leur trahison. C'était la façon dont elle m'a regardé et a souri. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fait demi-tour, fermé la porte. Le lendemain matin, ils se sont réveillés face à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. La clé a tourné avec un bruit de verre qui se brise. Je me souviens de ce clic métallique qui a divisé ma vie en un avant et un après. Ma main sur la poignée de porte en laiton, froide, si froide qu'elle en brûlait. Et la façon dont les gonds ont chuchoté quand j'ai poussé. Pas un grincement, un murmure, comme si la maison elle-même essayait de m'avertir. Essayait de me dire de faire demi-tour, de redescendre, de préserver la vie que je croyais avoir, juste pour un dernier moment béni d'ignorance. Mais je ne l'ai pas fait. La porte s'est ouverte. L'air m'a frappé en premier. Épais, chaud, portant l'odeur de son eau de Cologne, mêlée à quelque chose de floral et de jeune. Son parfum, celui que j'avais complimenté il y a à peine 3 semaines, quand elle l'avait porté à notre brunch du dimanche. Quel parfum adorable, avais-je dit en lui souriant de l'autre côté de la table, tandis que ma fille rayonnait à côté de sa meilleure amie. J'étais si heureuse que nous nous entendions tous si bien. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la chambre, dorée et douce, peignant tout de mensonges couleur de miel. Des grains de poussière dansaient dans le rayon de lumière. Je les ai regardés flotter en suspension et j'ai pensé, absurdement, n'est-ce pas magnifique? Puis je les ai vus, mon mari, Logan, 46 ans, grisonnant aux tempes de cette manière distinguée qui m'avait fait tomber amoureuse de lui lors d'un dîner 19 ans plus tôt. Son dos tourné vers moi, ses épaules que j'avais massées d'innombrables nuits quand le stress du travail nouait ses muscles, sa peau que j'avais caressée dans le noir. Et elle. Madison, 24 ans, la meilleure amie de ma fille depuis l'université, la fille qui avait passé des Noëls à notre table, qui avait pleuré sur notre canapé à cause de mauvaises ruptures pendant que je lui préparais du thé, qui m'appelait sa deuxième maman, avec une sincérité si apparente qu'elle me gonflait le cœur. Ils étaient sur le lit que j'avais fait ce matin-là. Les draps, en coton égyptien, 800 fils, le set que je m'étais offert pour notre anniversaire, étaient enroulés autour d'eux comme des complices. Le temps a fait quelque chose d'étrange. Il s'est étiré et compressé comme un poumon luttant pour respirer. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, pas même traiter correctement ce que je voyais, car mon cerveau n'arrêtait pas d'essayer de réécrire la scène en quelque chose d'acceptable, quelque chose d'explicable. Peut-être un malentendu. Peut-être que c'est un malentendu. Peut-être. Elle a tourné la tête. Madison. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, à travers les décombres de mon mariage, à travers le canyon qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine, et elle a souri. Pas un hoquet, pas un choc, pas de honte ni d'horreur, ni la bousculade frénétique de quelqu'un pris en train de faire quelque chose d'impardonnable. Un sourire, si délibéré, s'enroulant au coin de ses lèvres comme de la fumée. Ses yeux bleus, les yeux de la meilleure amie de ma fille, les yeux que j'avais regardés avec confiance et affection, ont soutenu les miens avec quelque chose qui m'a glacé le sang. La victoire. C'est ce que disait ce sourire. C'est ce qu'il signifiait. J'ai gagné. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires épiques de vengeance de la vie. Bonne écoute. 6 semaines plus tôt, la vie était normale. C'est ce à quoi je reviens sans cesse les nuits où je ne peux pas dormir, c'est-à-dire la plupart d'entre elles maintenant. À quel point tout semblait complètement, totalement, dévastateurement normal. Comment les détails banals de l'existence continuaient leur marche régulière alors que le sol sous mes pieds s'effritait déjà. Logan et moi étions mariés depuis 18 ans, ensemble depuis 19. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 23 ans et que je croyais encore au genre d'amour dont parlent les chansons. Il avait 28 ans, confiant, brillant dans l'immobilier commercial, avec un rire qui remplissait les pièces et une façon de me regarder qui me faisait sentir comme la seule femme au monde. Pendant des années, j'ai été la seule femme dans son monde. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous avons construit une vie, une belle vie. Nous avons eu Marlène quand j'avais 25 ans, une fille avec mes cheveux noirs et ses yeux verts, intelligente et gentille et tout ce que nous aurions pu espérer. Nous avons acheté une maison dans un quartier avec de bonnes écoles et des rues bordées d'arbres. Je travaillais comme graphiste indépendante à domicile,
ce qui signifiait que je pouvais être là pour Marlène tout en maintenant ma carrière, mon identité au-delà de la maternité. Nous étions heureux, n'est-ce pas? C'est la question qui me hante maintenant. Fouillant dans les décombres de mes souvenirs comme on cherche des survivants dans les décombres. Étions-nous vraiment heureux? Ou avais-je simplement été doué pour me convaincre que nous l'étions? La distance s'est installée si progressivement que je ne l'ai pas remarquée. Ou peut-être que je l'ai remarquée et que j'ai choisi de ne pas la voir. Ça a commencé petitement. Logan rentrant plus tard du travail. Raisonnable. Il concluait de grosses affaires. Le marché était compétitif. Son téléphone inclinait loin de moi quand il vérifiait ses messages. Compréhensible. Confidentialité des clients. Des trucs de travail ennuyeux qui ne m'intéresseraient pas de toute façon. La façon dont il se douchait immédiatement en rentrant, avant même de me saluer correctement. Naturel. Il aimait se laver de sa journée. Il l'avait toujours fait. De petites choses, de toutes petites choses, des choses que toute épouse raisonnable et confiante expliquerait. Et je l'ai fait. Mon Dieu, je l'ai fait. Tout va bien, demandai-je au dîner. Bien, juste le stress du travail. Il souriait, tendant la main sur la table pour serrer la mienne. Rien à craindre. Alors je ne m'inquiétais pas. J'ai étouffé la petite voix qui murmurait, quelque chose ne va pas, et je me suis concentré sur la vie que nous avions construite. Marlène venait de terminer l'université et vivait en ville, commençant sa carrière dans le marketing. L'entreprise de Logan était florissante. Nous prévoyions un voyage en Italie pour notre 20e anniversaire l'année prochaine. Nous avions des amis de couple, des projets pour le week-end, des blagues privées qui s'étalaient sur des décennies. Nous allions bien. Jusqu'à ce que Madison commence à venir plus souvent. Marlène et Madison étaient inséparables depuis leur 2e année d'université. Madison venait d'un milieu difficile. Des parents divorcés, une mère qui avait déménagé dans un autre état et qui gardait à peine le contact. Elle s'est attachée à notre famille avec l'intensité de quelqu'un qui a faim de stabilité. Et je l'ai accueillie. J'avais de la peine pour cette fille qui avait eu une main si difficile. Je voulais lui offrir la chaleur maternelle qui lui avait été refusée. Ta mère est incroyable, disait-elle à Marlène, juste devant moi, sa voix douce comme le miel. Tu as tellement de chance. Je souriais, réchauffé par le compliment, sans jamais voir ce que c'était réellement. Une reconnaissance du territoire. Elle a commencé à passer même quand Marlène n'était pas à la maison. J'étais dans le quartier, disait-elle, tout sourire et innocence. J'ai pensé que je dirais bonjour. Logan était à la maison ces après-midi-là, travaillant depuis son bureau à domicile. Et je préparais du café pour nous trois, nous discutions de sa recherche d'emploi, je lui donnais des conseils sur la façon de naviguer dans le monde adulte, jouant le mentor, jouant la mère, jouant le rôle de l'idiote. Madison est une fille adorable, a dit Logan un soir après son départ. Elle l'est, ai-je convenu en chargeant le lave-vaisselle. Elle a eu la vie dure. Je suis contente que nous puissions être là pour elle. Il est venu derrière moi, a enroulé ses bras autour de ma taille. Un geste rare ces derniers temps. Je me suis penché en arrière contre lui, reconnaissante de cette affection. Tu as un si bon cœur, murmura-t-il dans mes cheveux. Je me souviens d'avoir souri. Je me souviens de m'être senti aimé. Maintenant, je m'en souviens différemment. Maintenant, je sais ce qu'il pensait vraiment en me tenant. Maintenant, je comprends que chaque moment tendre était devenu une performance. Que j'aimais un fantôme alors qu'il était déjà ailleurs avec quelqu'un d'autre. Les signes se sont multipliés. Une nouvelle eau de Cologne, plus épicée que d'habitude. J'ai pensé essayer quelque chose de différent, a-t-il dit quand j'ai commenté. L'abonnement à la salle de sport. Il a soudainement commencé à l'utiliser religieusement. Je me remets en forme, a-t-il expliqué en se tapotant le ventre. On ne rajeunit pas, la façon dont il inclinait son téléphone pendant le dîner, les doigts volants sur le clavier avec le genre d'attention concentrée qu'il réservait autrefois à nos conversations. À qui écris-tu ? Ai-je demandé une fois, en essayant de garder ma voix légère, désinvolte, ne voulant pas être « cette femme ». Juste à Mike à propos de l'affaire Thompson. Mike était son partenaire commercial. L'affaire Thompson était réelle. L'explication était plausible. Je voulais le croire, alors je l'ai fait. 3 semaines avant que j'ouvre cette porte de chambre, Marlène a invité Madison à un brunch dominical.
Nous sommes allés dans un nouvel endroit en ville, tout en briques apparentées en produits artisanaux. Marlène était excitée par une possibilité de promotion. Madison venait de commencer un nouveau travail en tant que coordinatrice des médias sociaux. Logan était de bonne humeur, blaguant et engagé d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des mois. Je me souviens avoir pensé, c'est agréable. Nous redevenons normaux. Madison portait un parfum floral ce jour-là. Léger, féminin, printanier. Quand elle m'a serré dans ses bras pour me dire bonjour, j'ai pleinement senti l'odeur. Quel parfum adorable, ai-je dit. Qu'est-ce que c'est? Jo Malone, a-t-elle dit. Pivoine et suède rosée. C'est magnifique. Elle m'a souri. Puis elle a regardé Logan. Juste un éclair d'un regard, là est parti si vite que je l'ai presque manqué. Mais je ne l'ai pas manqué. Et même alors, même avec cette petite sonnette d'alarme qui sonnait quelque part au fond de ma conscience, je l'ai expliqué. Elle était jeune. Il était un bel homme plus âgé. Il était naturel pour elle de chercher l'approbation masculine, surtout avec son père absent. Cela ne signifiait rien. Je me suis répété cela comme un mantra, comme une prière, comme si en le disant assez souvent, cela deviendrait vrai. 2 semaines avant la porte, Logan est rentré avec des fleurs. Des lys, mes préférés. Pas d'occasion spéciale. Juste comme ça. Pourquoi ça, ai-je demandé, sincèrement heureuse. Ai-je besoin d'une raison pour acheter des fleurs à ma femme? Il m'a embrassé. Vraiment embrassé, comme il le faisait autrefois. Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour. Et pendant ces brefs moments, j'ai pensé que nous avions tourné une page. Que la distance qui s'était creusée entre nous se refermait. Que nous nous retrouvions. Je me suis endormi avec son bras autour de moi, me sentant en sécurité pour la première fois depuis des mois. Je ne savais pas que les lys sont aussi des fleurs funéraires. Je ne savais pas que je dormais à côté d'un étranger portant le visage de mon mari. Une semaine avant, j'ai remarqué une notification de texto sur son téléphone alors qu'il était sous la douche. Le téléphone était face vers le haut sur le comptoir de la cuisine. Je ne fouinais pas. Il était juste là. L'aperçu sur l'écran de verrouillage disait « J'ai hâte d'être à demain ». Même heure. Pas de nom, juste un numéro de téléphone. Ma main a plané au-dessus du téléphone. Chaque instinct me hurlait de le déverrouiller, de regarder, de savoir. Mais je ne pouvais pas, car regarder signifierait que je ne lui faisais pas confiance. Regarder signifierait que je pensais que mon mari était capable de. Je n'ai pas regardé. Je suis parti. Qui t'envoie un texto pour demain, ai-je demandé quand il est sorti de la douche. Serviette autour de la taille, cheveux dégoulinants. Demain? Il a semblé confus, puis. Oh, probablement Mike. Nous rencontrons un investisseur potentiel. Le message semblait décontracté pour des affaires. Il a ri. Mike est un gars décontracté. Tu le sais. Je le savais. Mike était décontracté. L'explication avait du sens. J'ai laissé tomber. Cette nuit-là, Logan a dit qu'il devait travailler tard le lendemain. Cet investisseur n'est disponible qu'après les heures de bureau, a-t-il expliqué. Je ne serai peut-être pas à la maison avant 9 ou 10 heures. Et, ai-je dit, ça ne me dérange pas. Bien sûr que non. Le travail, c'est le travail. Il a embrassé mon front. Tu es la meilleure. Le jour J. Le jour qui deviendrait, ce jour-là. Le jour dont je serais à jamais séparé. Je me suis réveillé avec un mal de tête. Un de ces maux de tête de tension qui commencent à la base du crâne et s'enroulent autour de votre tête comme un étau. J'en avais de plus en plus souvent. Le stress. Je me suis dit que c'était juste le stress. Marlène a appelé ce matin-là. Maman, je peux passer plus tard? Je veux te montrer des options de meubles pour mon appartement. Je serai à la maison toute la journée. Viens quand tu veux. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Logan est parti travailler à 8 heures. M'a embrassé pour me dire au revoir. À ce soir. Bonne chance avec l'investisseur. Merci, chérie. Puis je me suis dépêché et je suis parti travailler, car j'étais déjà en retard. J'ai travaillé toute la matinée. Une refonte de logo pour un hôtel-boutique. Le travail était bon, engageant, mais je n'arrivais pas à me concentrer.
Mon mal de tête persistait. Vers 14 heures, Marlène a rappelé. Eh, maman. Je suis vraiment désolé. Quelque chose est arrivé au travail. On peut faire le truc des meubles demain à la place. Bien sûr, ma chérie. Demain, ça marche. Tu es la meilleure. Je t'aime. Je t'aime aussi. 15 heures. Mon mal de tête était pire. J'ai décidé de rentrer chez moi et de me reposer. J'ai fait mes valises et je suis parti. Je suis rentré à la maison et je suis monté pour m'allonger un peu. Peut-être que le sommeil le ferait passer. J'ai pris 2 aspirines, me suis changé en vêtements confortables. Je me dirigeais vers la chambre d'amis. Je ne voulais pas défaire notre lit si bien fait quand je l'ai entendu. Un bruit provenant de notre chambre. Un son doux. Presque rien. Le genre de son que l'on ignorerait normalement. Mais je ne l'ai pas ignoré. Je suis resté dans le couloir, la tête penchée, à l'écoute. Mon cœur a commencé à battre plus vite sans savoir pourquoi. Un autre son. Certainement de notre chambre. Peut-être que Logan est rentré tôt. Peut-être qu'il est malade. Peut-être. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai posé ma main sur la poignée. La clé a tourné avec un bruit de verre qui se brise. On dit que dans les moments de traumatisme extrême, le temps ralentit. Que votre cerveau traite tout en hyperdétail comme une sorte de mécanisme de survie évolutif. Combat ou fuite. Sauf que je ne pouvais ni combattre ni fuir. Je ne pouvais que rester là, figé dans l'embrasure de la porte, pendant que mon monde entier s'effondrait au ralenti. Logan a tourné la tête, m'a vu, son visage. Je l'ai vu passer par une douzaine d'émotions en l'espace d'un battement de cœur, peur, culpabilité, calcul. Le calcul était en quelque sorte pire que tout le reste. Claire, mon nom dans sa bouche sonnait comme un mensonge. Mais Madison n'a pas bougé, sauf pour tourner la tête et sourire. Ce sourire. J'ai tout compris dans ce sourire. Chaque question sans réponse que j'avais eu trop peur de poser. Chaque instinct que j'avais réprimé. Chaque doute que j'avais expliqué. Chaque petite trahison qui avait pavé la route jusqu'à ce moment. Elle savait que je rentrerais à la maison. Elle avait planifié cela. Ce n'était pas un accident sur lequel j'étais tombé. C'était une performance, et j'en étais le public désigné. Le son qui est sorti de ma gorge n'était pas un cri. C'était plus petit que ça. Plus silencieux. Un son comme quelque chose qui se brise sous l'eau, comme la noyade. J'ai reculé d'un pas. Claire, attends. Logan se relevait en se débattant, cherchant des vêtements, des excuses, n'importe quelle version possible de ceci qui n'était pas exactement ce que c'était. J'ai fermé la porte. Je suis resté dans le couloir, les mains toujours sur la poignée, mon corps tremblant si fort que je ne pouvais pas dire où je finissais et où le tremblement commençait. Des bruits de pas derrière la porte. Un mouvement frénétique, des voix basses, la sienne paniquée, la sienne calme. Je suis parti, j'ai descendu les escaliers. Chaque marche semblait se faire à travers l'eau, à travers le béton, à travers une substance plus lourde que la réalité. Ma main sur la rampe. Je me suis concentré sur ça. Le bois lisse sous ma paume. Quelque chose de solide. Quelque chose de réel. La porte d'entrée. Je l'ai atteinte, j'ai posé ma main dessus, puis je me suis arrêté. Où irais-je? C'était ma maison, mon foyer. Pendant 18 ans. Cela avait été mon sanctuaire, mon refuge, la structure qui maintenait ma vie ensemble. Et il l'avait amené ici, dans notre lit. Le lit où nous avions fait l'amour, où nous nous étions tenus dans nos bras pendant les cauchemars, où je l'avais soigné pendant la grippe, où il m'avait tenu la nuit où mon père est mort, me laissant sangloter contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Ce lit-là. Je me suis retourné, je suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau, avec des mains qui tremblaient si fort que l'eau s'est renversée sur le comptoir. J'ai essayé de boire, je ne pouvais pas avaler, j'ai posé le verre. La cuisine était exactement la même que ce matin. Le soleil par la fenêtre. La cafetière que j'avais utilisée des heures auparavant. La liste de courses sur le réfrigérateur, de mon écriture. Lait, pain, blanc de poulet, lessive. Normal. Tout avait l'air si criminellement normal. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir à l'étage. Des bruits de pas qui descendaient. Je suis resté très immobile.
Logan est apparu. Habillé. Maintenant. Cheveux en désordre. Son visage. Je ne pouvais pas regarder son visage. Je ne pouvais pas supporter de voir les traits que j'avais aimés pendant 19 ans tordus en l'expression de cet étranger. Claire. Sa voix tremblait. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer. Le mot est sorti plat. Que ce n'est pas. Ce n'est pas. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Ce geste que j'avais toujours trouvé attachant. Mon Dieu. Claire. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Madison est descendu les escaliers derrière lui, entièrement habillée, calme. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, mais sinon, elle avait l'air parfaitement calme. Comme si elle venait d'une simple visite. Comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe au centre de ma vie. Elle m'a regardé. Claire, je pense que je devrais y aller. Tu penses? Les mots sont sortis plus vifs que je ne le voulais, plus vifs que je n'avais jamais parlé à personne. Tu penses que tu devrais y aller? Elle a eu la grâce de baisser les yeux, mais seulement pour un instant. Quand elle a relevé les yeux, il y avait autre chose dans son expression. Pas de la honte, quelque chose de plus dur, de plus délibéré. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. De cette façon. Pas désolé pour ce qu'elle avait fait. Désolé de la façon dont je l'avais découvert. Comme s'il y avait une meilleure façon de trouver son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Comme s'il y avait une méthode polie et indolore pour que sa vie soit déchirée. Sors de ma maison. Ma voix semblait étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle s'est dirigée vers la porte, pleinement, délibérément, ne se faufilant pas avec honte, mais marchant à pas mesurés. Sur le seuil, elle a fait une pause. S'est retournée. Marlène n'a pas besoin de savoir, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons garder ça entre nous. L'inquiétude dans sa voix semblait sincère. Elle l'était peut-être même, mais elle était aussi stratégique, calculée. Un coup aux échecs déguisé en compassion. Comme c'est gentil de ta part, ai-je dit, de penser aux sentiments de ma fille. Elle a tressailli. Enfin, une fissure dans son calme. Puis elle est partie. Logan et moi étions dans la cuisine. Mari et femme, deux personnes qui s'étaient promises l'éternité l'une à l'autre devant tous ceux que nous aimions, qui avaient construit une vie, élevé un enfant, surmonté des tempêtes et célébré des triomphes, et qui s'étaient tellement entremêlés. Je pensais que nous étions inséparables. Mais nous n'étions plus des personnes. Nous étions une scène de crime. La preuve de quelque chose de terrible. Tu es si dégoûtant, n'est-ce pas? As-tu déjà pensé aux sentiments de ta fille? Depuis quand ça dure, Logan, ai-je demandé. Il a fermé les yeux. Claire. Depuis quand? 3 mois. 3 mois. 90 jours. 12 semaines de mensonges, de lui m'embrassant pour me dire au revoir le matin et bonjour le soir. De nous dînant ensemble, regardant la télévision, discutant de la carrière de Marlène et de la clôture cassée qu'il fallait réparer et de la couleur à peindre la salle de bain des invités. 3 mois de lui me touchant en pensant à une jeune fille assez âgée pour être sa fille. De faire l'amour avec moi en se souvenant d'elle, de dormir à côté de moi en rêvant de quelqu'un d'autre. Ou, ma voix était mécanique maintenant, comme si je menais une interview, collectant des données. En plus d'ici. Ou d'autres? Est-ce que ça a de l'importance? Oui. Il s'est affalé sur une chaise de cuisine, a mis sa tête dans ses mains. Des hôtels, son appartement, le bureau quelquefois. Le bureau. Son bureau où je lui avais apporté le déjeuner, où je l'avais surpris pour son anniversaire avec son sandwich préféré et un cupcake avec une bougie. Elle était probablement là ce jour-là. Probablement en train de se cacher. Ou peut-être pas en train de se cacher. Peut-être effrontément présente pendant que je jouais l'épouse dévouée. Avez-vous ri, ai-je demandé. Il a levé les yeux. Quoi? Avez-vous ri de moi? Vous deux. Pensiez-vous que j'étais stupide? Naïve? Une idiote? Non. Mon Dieu, non. Claire, je n'ai jamais. Il s'est levé, s'est approché de moi. J'ai reculé si vite que j'ai heurté le comptoir. Ne me touche pas, il s'est figé. J'ai vu des larmes dans ses yeux. De vraies larmes. Il pleurait. Pourquoi?
Son erreur? Sa culpabilité? Ou juste parce qu'il s'était fait prendre? Je t'aime, a-t-il dit. Je sais que tu ne me crois pas en ce moment, mais c'est vrai. Je t'aime. Cette histoire avec Madison, c'était une erreur. Une terrible, affreuse erreur, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Erreur. 3 mois était une erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. D'appeler quelqu'un par le mauvais nom. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Sans choix. 1000 petites décisions qui ont tout abouti à la trahison. Pourquoi? Le mot s'est brisé au milieu. Pourquoi elle? Je ne sais pas, ce n'est pas suffisant. Claire, je ne sais pas. Elle était jeune et elle me prêtait attention et j'ai été flatté et stupide. Et il a pressé ses mains sur son visage. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a aucune raison qui rende ça acceptable. Avez-vous utilisé une protection? La question venait de quelque part de clinique. Une partie de moi qui comprenait que j'avais besoin de savoir mais qui ne pouvait pas entièrement traiter pourquoi. Il a hoché la tête. Oui, toujours. Comme c'est prévenant. Le rire qui m'a échappé semblait dément. Tu mets ma santé en danger, mais au moins tu as utilisé une protection. Quel gentleman. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé. Le mot que les gens disent quand ils vous bousculent sur le trottoir. Quand ils sont en retard pour le dîner. Quand ils cassent accidentellement un verre. Pas quand ils brisent des vœux. Des cœurs. Des familles. L'as-tu aimé? J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de comprendre si je l'avais perdu pour quelque chose de réel ou juste pour le frisson de quelque chose d'interdit. Non. Ne me mens plus, Logan. S'il te plaît, juste cette fois. Ne mens pas, il a croisé mon regard. Je ne l'ai pas aimé. C'était physique, excitant. Tous les clichés terribles qu'on lit, mais je ne l'ai pas aimé. Je t'aime. Passé et présent, tout emmêlé. Il ne l'aimait pas. Il m'aimait. Les deux affirmations parvenant en quelque sorte à être vraies et complètement dénuées de sens en même temps. Pas, c'est tout, ai-je dit. Claire. Sors de ma maison. Sors tout de suite ou je jure devant Dieu que j'appellerai la police et je leur dirai que tu es un intrus. C'est ma maison aussi. Alors je partirai. Je ferai une valise et je partirai et tu pourras rester ici, dans notre lit, où tu l'as amené, et réfléchir à ce que tu as fait. S'il te plaît, parlons-en. Trouvons. Il n'y a rien à trouver. Ma voix s'est élevée enfin, tout l'engourdissement se fissurant pour révéler la rage en dessous. Tu as amené la meilleure amie de ma fille dans notre lit. Tu nous as menti, à moi et à notre fille, pendant 3 mois. Tu m'as regardé dans les yeux tous les jours et tu as menti. Qui a-t-il à trouver? Si tu peux me pardonner? L'audace de la chose. La pure audace a coupé le souffle. Comme si le pardon était juste un interrupteur que je pouvais actionner. Comme si 19 ans d'amour et de confiance pouvaient contrebalancer 3 mois de trahison et que nous pouvions en quelque sorte réinitialiser les paramètres d'usine. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je veux te pardonner. Je ne sais rien en ce moment, sauf que je ne peux pas te regarder. Où veux-tu que j'aille? Je m'en fiche. Chez un ami, à ton bureau. Dors dans la rue pour ce que ça me fait. Il a hoché la tête lentement, vaincu. Il s'est dirigé vers les escaliers. Je l'ai entendu faire ses valises dans la chambre. La chambre. Notre chambre que je ne pourrais plus jamais entrer sans les voir. Je suis resté dans la cuisine et j'ai senti ma vie se réorganiser. Tout ce que je pensais solide s'est révélé être construit sur du sable. 19 ans s'écoulant comme de l'eau entre mes doigts. Il est redescendu avec une valise, s'est tenu près de la porte. Je t'appellerai, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je t'aime, Claire. S'il te plaît, crois-le. Puis il est parti. La maison est tombée dans le silence. Un silence complet, dévastateur. Le genre de silence si lourd qu'il a un poids. Il m'a écrasé jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, non pas parce que je le voulais, mais parce que mes jambes ont tout simplement cessé de fonctionner. Je suis restée assise là, sur le carrelage froid,
dans la maison que j'avais transformée en foyer, et j'ai essayé de pleurer. Rien n'est venu. Les larmes ne voulaient pas venir. Peut-être que j'étais trop en état de choc. Peut-être que mon corps avait épuisé sa capacité à ressentir. Peut-être que j'étais allé au-delà des larmes, dans un endroit où il n'y avait que l'engourdissement et la relecture au ralenti du sourire de Madison. Ce sourire. J'ai fermé les yeux et je l'ai revu. La courbe de ses lèvres, le regard dans ses yeux, pas de culpabilité, pas de honte, du triomphe. Elle voulait que je voie. Elle avait tout orchestré. Le timing, quand Marlène a annulé, la porte de la chambre non verrouillée, peut-être même les petits bruits qui m'avaient attiré à l'étage. Elle voulait que j'entre. Mais la question tournait dans mon esprit comme un vautour. Pourquoi voudrait-elle ça? Qu'est-ce qu'elle gagnait à ce que je sache? Et puis lentement, horriblement, j'ai commencé à comprendre. Elle voulait prendre ce qui était à moi. Pas seulement Logan, pas seulement l'aventure. Elle voulait prendre ma place, ma vie, entrer dans le rôle que j'occupais et prouver qu'elle pouvait le faire mieux, plus jeune, plus désirable, plus vital. Elle voulait que je la voie gagner. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Des minutes, des heures. La lumière par la fenêtre a changé, passant de l'après-midi au soir. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Je ne l'ai pas vérifié. Finalement, je me suis levé. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été battu. J'ai traversé la maison comme une étrangère, voyant tout différemment maintenant. Les photos sur le mur, notre mariage, les vacances d'enfance de Marlène, les fêtes, les moments ordinaires qui avaient semblé précieux. Tout cela ressemblait à des mensonges. Dans le salon, il y avait une photo de nous quatre, du dernier Thanksgiving. Moi, Logan, Marlène et Madison. Madison avait passé la fête avec nous parce que sa mère avait déménagé en Arizona et son père la passait avec sa nouvelle famille. Nous l'avions accueilli, fait une place à notre table. Je lui avais donné la recette de sauce au canneberge de ma grand-mère. Sur la photo, la main de Logan était sur ma taille. Madison se tenait à côté de lui. Prêt. Pas de manière inappropriée. Prêt. J'ai regardé de plus près son visage, le léger angle de son corps, où ses yeux étaient fixés. Pas sur l'appareil photo. Sur elle. Comment n'avais-je pas vu? Comment avais-je pu être si aveugle? Ou peut-être que je n'avais pas été aveugle. Peut-être que j'avais vu et choisi de ne pas voir. Parce que voir aurait signifié reconnaître quelque chose de trop terrible pour être réel. Mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai enfin regardé. 11 appels manqués de Logan. 6 textos. S'il te plaît, parle-moi. Je suis au Marriott en ville. Claire, s'il te plaît. Je te donnerai de l'espace, mais nous devons parler à un moment donné. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je le suis. Je t'aime. Je les ai supprimés sans répondre. 2 textos de Marlène. Et, maman. Toujours d'accord pour demain? Je t'aime. Marlène. Ma fille qui aimait Madison comme une sœur, qui n'avait aucune idée que sa meilleure amie couchait avec son père, qui leur faisait entièrement confiance à tous les deux. Comment allais-je le lui dire? Mes mains se sont remises à trembler. Je ne pouvais pas le lui dire. Comment pourrais-je le lui dire? Comment pourrais-je lui mettre ce fardeau sur les épaules? Comment pourrais-je la faire choisir entre son ami et son père? Comment pourrais-je briser sa vision du monde comme la mienne venait d'être brisée? Je ne pouvais pas. Mais je devrais le faire un jour. Parce que Madison travaillait avec Marlène. Elle se voyait constamment. Elle prévoyait un voyage entre filles le mois prochain. Madison était tissée dans la vie de Marlène aussi profondément qu'elle l'avait été dans la mienne. J'ai répondu, oui, demain ça marche. Je t'aime aussi, ma chérie. Les mensonges commençaient déjà, la performance de la normalité, la protégeant jusqu'à ce que je trouve comment expliquer l'inexplicable. Un autre texto est arrivé. Numéro inconnu. Claire, c'est Madison. Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. S'il te plaît, ne le dis pas à Marlène. Ça la détruirait. J'ai regardé le message. Le culot. Elle s'inquiétait que Marlène soit détruite. Elle, qui avait passé 3 mois à coucher avec le père de Marlène. Elle,
qui m'avait souri comme une victorieuse alors que mon monde s'effondrait. J'ai répondu, tu voulais me faire du mal. C'est pour ça que tu t'es assuré que j'entre. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Je sais que tu dois me détester en ce moment. Tu as tout à fait le droit. Mais Marlène ne mérite pas de perdre à la fois sa meilleure amie et le mariage de ses parents à cause de ça. Sa meilleure amie et le mariage de ses parents. Comme si ces deux choses étaient équivalentes. Comme si l'amitié de Madison était aussi précieuse que 18 ans de mariage. Tu aurais dû y penser avant de coucher avec son père. Je l'ai fait. Mais c'est arrivé quand même. Les gens font des erreurs. Ce mot encore. Erreur. Comme si c'était accidentel. Oups. J'ai trébuché et je suis tombé dans le lit de ton mari. C'est de ma faute. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un craquement satisfaisant, mais ne s'est pas cassé. Bien sûr qu'il ne s'est pas cassé. Rien n'était aussi simple. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé, toujours dans les vêtements de la veille. Ma bouche avait un goût de cuivre et ma tête battait d'un mal de tête qui n'avait rien à voir avec la tension et tout à voir avec le traumatisme. Pendant exactement 3 secondes, je ne me suis souvenu de rien. J'étais juste une femme qui se réveillait sur son canapé, un peu confuse de savoir pourquoi elle était là. Puis tout est revenu en force. La porte de la chambre, la lumière couleur de miel, le sourire de Madison. Je me suis forcé à me lever. Je me suis forcé à monter les escaliers. J'ai passé devant la chambre. Je ne pouvais pas y entrer. Pas encore. Peut-être jamais. Et je suis allé dans la salle de bain des invités. J'ai pris une douche avec de l'eau aussi chaude que je pouvais le supporter. J'essayais de brûler le sentiment de violation. Ça n'a pas marché. Je me suis habillé avec des vêtements propres. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était une étrangère. Son visage était pâle, tiré. Ses yeux semblaient vides. Mais elle était toujours intacte, toujours debout, toujours en train de respirer. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, ai-je pensé. Puis fais semblant jusqu'à ce que tu trouves ce que tu es en train de faire. Marlène arrivait à midi. J'avais 2 heures pour me retransformer en mère. Pour mettre le masque de la normalité et cacher le fait que mes entrailles avaient été vidées et remplacées par du verre brisé. Je suis descendu, j'ai fait du café. Le rituel mécanique était réconfortant. Mettre le café moulu, verser l'eau, appuyer sur le bouton, attendre. Des étapes simples, des objectifs réalisables. Mon téléphone avait 17 nouveaux messages. Je les ai tous ignorés. À 11h57, la voiture de Marlène est arrivée dans l'allée. Je l'ai regardée par la fenêtre de la cuisine. Ma belle-fille, 23 ans, ma plus grande réussite. La seule chose purement bonne que Logan et moi avions créée ensemble. Elle portait un jean et un pull bleu qui rendaient ses yeux encore plus verts, souriant en remontant le chemin, si complètement, innocemment heureuse. Je voulais construire un mur autour d'elle, la garder dans ce moment, avant la connaissance, avant que tout ne change. Maman. Elle m'a serré dans ses bras à la porte, toute chaleur et énergie. Tu as l'air fatigué. Tu te sens bien? Juste mal dormi. Tu sais ce que c'est. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, regardant des meubles pour son appartement. Des canapés, des tables basses et des étagères. Toutes les choses dont les jeunes ont besoin quand ils construisent leur premier véritable espace d'adulte. Elle était excitée, bavardant sur sa vision de l'endroit. Je souriais, hochais la tête et donnais mon avis, et pendant tout ce temps, je hurlais à l'intérieur. Ton père me trompe avec Madison. Madison voulait que je les surprenne. Tout ce que tu penses être réel est un mensonge. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai joué mon rôle. La mère solidaire. La vie qui n'existait plus. Où est papa? Demanda Marlène avec désinvolture, en faisant défiler les options de table à manger. La question a atterri comme un coup de poing. Il travaille. Un gros projet. Il travaille toujours ces derniers temps. Elle a levé les yeux. Tout va bien entre vous? Trop perspicace. Elle avait toujours été trop perspicace. Bien sûr, ma chérie. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez tous les deux l'air stressés ces derniers temps. Distrait. C'est juste la vie, ai-je dit,
souriant d'une manière qui donnait l'impression que mon visage se fissurait. Rien à craindre. Elle m'a étudié un moment de plus que ce qui était confortable, puis a hoché la tête. Mais tu me le dirais si quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Un autre mensonge. Il venait si facilement maintenant, s'empilant comme des briques dans un mur entre nous. Nous avons passé une autre heure sur les meubles. J'ai commandé le déjeuner. De la nourriture thaïlandaise, sa préférée. Nous avons mangé, parlé et ri, et j'avais l'impression d'être une actrice dans une pièce où tout le monde pensait que le scénario était réel. Alors qu'elle partait, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Je t'aime, maman. Tu es la meilleure. Je t'aime aussi, ma chérie. Je l'ai regardée s'éloigner en voiture. Puis je suis rentré à l'intérieur et enfin, je me suis laissé pleurer. Les larmes sont venues par vagues. Des sanglots violents et secouants qui me pliaient en deux. J'ai pleuré pour le mariage que j'avais perdu, pour la confiance qui était brisée, pour l'innocence de ma fille que je devrais détruire, pour la version de moi-même qui s'était réveillée hier matin en croyant encore en sa vie. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, jusqu'à ce que je sois vide, creuse et épuisé. Puis j'ai arrêté, je me suis assise, j'ai essuyé mon visage, j'ai regardé autour de la cuisine. Quelque chose changeait en moi. Quelque chose de froid et de tranchant émergeait des décombres. C'était comme de la clarté, comme de la rage distillée en quelque chose de pur et de concentré. J'avais passé assez de temps à être dévasté. Maintenant, il était temps de réfléchir. Madison voulait que je voie. Elle avait orchestré ma découverte, ce qui signifiait que ce n'était pas seulement une affaire d'adultère. C'était une question de pouvoir, de prouver quelque chose, de me prendre quelque chose et de s'assurer que je le sache. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un navigateur, commencé à chercher. Les profils de Madison sur les réseaux sociaux se sont chargés à l'écran, Instagram, Facebook, LinkedIn. Je les avais déjà vus, bien sûr. J'avais aimé ses photos, commenté des choses encourageantes sur ses publications. Mais je ne les avais jamais vraiment regardées. Pas avec ce nouvel œil, pas en essayant de voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai fait défiler son Instagram. 6 mois, 1 an, 2 ans. Les photos racontaient une histoire que j'avais été trop confiante pour lire. Elle chez nous. Des dizaines de photos chez nous. La photo de Thanksgiving que j'avais vue hier, mais aussi des barbecues du 4 juillet, des matins de Noël, des dîners dominicaux aléatoires. Toujours positionnée près de Logan. Dans les photos de groupe, elle finissait toujours par se retrouver à côté de lui. Des photos de restaurants que je reconnaissais, des endroits où Logan m'avait dit que c'était des dîners d'affaires. En arrière-plan des selfies soigneusement cadrés de Madison, je pouvais parfois voir une autre table, une autre personne. J'en ai agrandi une d'il y a 4 mois. Là, dans l'arrière-plan flou. Le profil de Logan, ses cheveux poivrés celle-ci caractéristique. 4 mois. Il avait dit 3 mois. C'était donc un mensonge aussi. Ou peut-être qu'il avait perdu le fil. Peut-être qu'il y avait eu tellement de mensonges qu'il ne pouvait plus les démêler. J'ai continué à remonter plus loin, à l'époque où Marlène et Madison étaient devenus amis. Une photo de leurs années d'université. Une fête. Madison au premier plan, magnifique dans une robe courte, tenant un gobelet rouge, riant. La légende. Parfois, il faut juste trouver une meilleure famille. Les commentaires étaient encourageants. Des émojis en forme de cœur. Tu mérites le meilleur. Je t'aime, ma belle. Mais je voyais ça différemment maintenant. La meilleure famille. Elle avait cherché une meilleure famille et elle avait trouvé la nôtre. Ou peut-être qu'elle avait trouvé Logan. Plus de photos, plus de preuves d'une intégration de plusieurs années dans nos vies. Des fêtes d'anniversaire, des sorties décontractées. Elle avait été une présence constante, son infiltration si graduelle que nous ne l'avions jamais remise en question. J'ai trouvé son Facebook, moins actif, mais avec des publications plus anciennes de ses années d'université, avant qu'elle ne rencontre Marlène. Des photos d'une Madison différente, plus dure, plus rebelle, des photos de boîtes de nuit et de fêtes et des légendes sur les problèmes de confiance et les personnes brisées. Puis il y a 3 ans, un changement. Des photos plus douces, plus filtrées, un changement de marque conscient. Juste au moment où elle a rencontré Marlène. J'ai cliqué sur sa liste d'amis, j'ai fait défiler, je me suis arrêté à un nom qui m'a retourné l'estomac. Logan.
Ils étaient amis sur Facebook, depuis 2 ans. J'ai cliqué sur son profil, ayant l'impression de regarder la page d'un étranger. Quand avait-il accepté sa demande d'amis? Me l'avait-il dit? Je ne m'en souvenais pas. Mais pourquoi l'aurais-je remis en question? Elle était la meilleure amie de Marlène. Bien sûr qu'ils se connecteraient sur les réseaux sociaux. Ça ne voulait rien dire. Sauf que ça voulait tout dire. J'ai vérifié leurs interactions. Il avait aimé des dizaines de ses photos au cours des 2 dernières années. Des « j'aime » innocents, des photos de groupe, des paysages, rien d'inapproprié. Mais le schéma était là. Une attention constante, un engagement régulier. Est-ce que ça avait commencé en ligne? L'avait-elle ciblé numériquement en premier, ou est-ce que la connexion en ligne n'était qu'un autre outil dans un jeu plus long? Mon téléphone a sonné. Logan. J'ai refusé l'appel. Il a immédiatement rappelé. Refusé. Un texto est apparu. Nous devons parler de la suite. S'il te plaît, Claire. Je sais que tu es en colère, mais nous devons régler ça. La suite? Comme s'il y avait une feuille de route pour ça. Comme s'il y avait un protocole pour reconstruire un mariage après avoir trouvé son mari au lit avec la meilleure amie de sa fille. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à chercher. LinkedIn. Le profil professionnel de Madison. Coordinatrice des médias sociaux dans une agence de marketing de niche. Avant ça, divers postes de débutante. Avant ça, un diplôme en communication de l'université d'État où elle avait rencontré Marlène. J'ai cliqué sur ses relations. J'ai fait défiler, je me suis arrêté. Plusieurs personnes de l'entreprise de Logan. Pas seulement Logan. Ses partenaires, ses associés, sa secrétaire. Quand s'était-elle connectée avec eux? J'ai ouvert un nouvel onglet, j'ai cherché « Madison Carter » et le nom de l'entreprise de Logan ensemble. Rien n'est apparu. Mais j'ai continué à creuser. J'ai vérifié les comptes de médias sociaux de l'entreprise. Là. Il y a 6 mois, une photo d'un événement caritatif de l'entreprise. Madison en arrière-plan, parlant à l'un des partenaires de Logan. La légende mentionnait la présence des amis et de la famille. Logan l'avait-il invité? En tant qu'invité de qui? En tant qu'ami de Marlène, ou en tant que quelque chose d'autre? Les pièces s'assemblaient en une image que je ne voulais pas voir. Ce n'était pas juste une liaison. C'était calculé, méthodique. Elle s'était frayé un chemin dans sa vie, dans notre vie, pendant des années, tissant des liens, créant des opportunités, se positionnant. Mais pourquoi? Quel était le but final? J'ai pensé à son passé, la mère absente, le père qui s'était remarié et avait tout recommencé, l'enfance passée à se sentir indésirable et remplacée. Puis elle avait rencontré Marlène, qui avait tout ce que Madison n'avait pas. Une famille stable, 2 parents qui s'aimaient, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle. Tout ce que Madison voulait. Alors elle a décidé de le prendre. Non pas par l'amitié. Par la substitution. Elle ne voulait pas faire partie de notre famille. Elle voulait être moi. Le sourire, ce sourire victorieux, avait maintenant un sens. Elle avait gagné. Elle avait séduit mon mari. Elle avait infiltré chaque recoin de ma vie. Et elle s'était assurée que je le sache. Parce que ma connaissance faisait partie de la victoire. Je devais l'avoir gagnée. Je devais assister à mon propre remplacement. Sauf qu'elle avait mal calculé une chose. Je n'étais pas encore parti. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé l'ordinateur portable. Mes larmes avaient séché. Mes mains étaient stables. Quelque chose de cristallin et de froid s'était formé dans ma poitrine, là où mon cœur avait l'habitude d'être. Je ne pouvais pas le dire à Marlène. Pas encore. Cela provoquerait exactement le chaos que Madison voulait. Marlène serait dévastée, se blâmerait probablement d'une manière ou d'une autre, serait déchirée entre sa loyauté envers moi et son amitié avec Madison. La famille se fracturerait publiquement, douloureusement, exactement comme Madison l'avait prévu. Si je devais faire ça, je devais le faire correctement. Je devais laisser Madison penser qu'elle avait gagné. Je devais laisser Logan penser qu'il y avait une chance de réconciliation. Je devais continuer à jouer mon rôle pendant que je trouvais comment inverser le scénario. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Logan. Il a répondu à la première sonnerie. Claire, Dieu merci, j'ai été.
Nous devrions parler, ai-je dit. Ma voix était calme, mesurée. Mais pas encore. J'ai besoin de temps pour digérer. Quelques jours. Bien sûr. Tout le temps dont tu as besoin. Merci de ne rien promettre, Logan. J'ai juste besoin de réfléchir. Je comprends. Je te laisserai de l'espace. Mais Claire, je pensais ce que j'ai dit. Je t'aime. Je veux arranger ça. Je sais, ai-je dit, le laissant entendre ce qu'il voulait entendre. Le laissant penser qu'il y avait de l'espoir. On se parle bientôt. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai envoyé un texto à Madison. Nous devrions parler. Un café demain. Juste nous deux. La réponse est venue en quelques secondes. Oui, bien sûr. Merci de vouloir le faire. À quelle heure? 10 heures le Greenhouse Café. J'y serai. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé ma cuisine, ma maison, ma vie qui avait été violée, envahie et volée morceau par morceau. Mais elle était toujours à moi. Et j'allais la reprendre. Non pas par la rage, non pas par la confrontation publique. Par quelque chose de plus précis, de plus dévastateur. J'allais utiliser leurs armes contre eux. La tromperie, la manipulation, la cruauté calculée. Si Madison voulait jouer à des jeux, je lui montrerais ce qui arrive quand on joue contre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Le Greenhouse Café était l'endroit préféré de Madison. Elle me l'avait dit une fois, il y a 6 mois, lors d'un déjeuner où elle s'était confiée sur un mauvais rendez-vous. Je me sens toujours mieux ici, avait-elle dit. C'est comme mon espace de sécurité. C'est pourquoi je l'ai choisi. Pour la rencontrer dans son espace de sécurité et le lui enlever. Je suis arrivé 15 minutes en avance. J'ai commandé une tisane que je ne boirais pas. J'ai choisi une table près de la fenêtre où la lumière du matin éclairait mon visage juste comme il faut. Je m'étais habillé avec soin. Un pull bleu marine, un maquillage minimal, les cheveux attachés. L'image d'une femme blessée essayant de se ressaisir. Tout était stratégique maintenant. Chaque choix, une arme. Madison est arrivée exactement à l'heure. Elle s'était aussi habillée avec soin. Un jean et un chemisier simple, un maquillage naturel, ses cheveux lâchés et doux. Le costume de la contrition. Nous étions toutes les deux en représentation. Elle m'a vu, a hésité près de la porte. Je l'ai regardée prendre une profonde inspiration, se ressaisir, puis s'avancer. Claire, merci de me rencontrer. Elle s'est assise en face de moi, les mains croisées sur la table. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. J'ai failli ne pas le faire. Je suis tellement désolé. Je sais que je n'arrête pas de le dire, et je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu le saches. Pourquoi, ai-je interrompu, en gardant ma voix douce. Blessé mais en quête de réponse. Pourquoi l'as-tu fait? Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas de bonne réponse. Essaie. Pause. Elle choisissait ses mots avec soin, décidant quelle version de la vérité me dire. J'étais seul. Il me prêtait attention. Ça a commencé innocemment, juste des conversations, à parler de la vie, du travail et de la famille. Puis c'est devenu plus. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais trop impliqué. C'était une bonne histoire. Crédible. Le genre d'explication qu'il a présenté comme une victime des circonstances plutôt que comme l'architecte de la destruction. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a environ 3 mois. Après l'événement caritatif pour son entreprise. L'événement où elle avait été photographiée en arrière-plan. L'événement auquel elle avait assisté en tant qu'invitée de qui? Mais je n'ai pas posé cette question. Pas encore. Comment t'es-tu retrouvée à cet événement, ai-je demandé à la place, comme si j'étais simplement curieuse, essayant juste de comprendre. Logan m'a invité. Il a dit que les partenaires amenaient des amis et de la famille, et comme Marlène ne pouvait pas venir, il a pensé que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaissait la famille. Habile. Plausible. Et peut-être même vrai, selon la façon dont elle avait manœuvré cette invitation. C'était gentil de sa part, ai-je dit. Elle a hoché la tête, a pris une gorgée du café qu'elle avait commandé. Ses mains étaient stables. Pas de tremblement, pas de culpabilité visible. Quoi qu'elle ressente, elle le maîtrisait parfaitement.
Et maintenant, a-t-elle demandé. Avec toi et Logan. Je ne sais pas. Il veut qu'on arrange les choses. Et toi? Elle s'est légèrement penchée en avant, concernée, attentionnée. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais penses-tu que tu peux lui pardonner? C'était la vraie question, celle qui comptait pour elle. Parce que si je pardonnais à Logan, si notre mariage survivait, alors sa victoire était incomplète. Elle serait reléguée à une note de bas de page. L'aventure que Logan avait surmontée. Mais si je le quittais? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi veut le faire. Nous avons construit une vie ensemble. Mais je ne sais pas si je pourrai jamais lui refaire confiance. La confiance est tout, a dit doucement Madison. Sans ça, à quoi bon? Elle encourageait le divorce. Subtilement, mais elle l'encourageait certainement. Plantant des graines de doute, s'assurant que la blessure ne guérisse pas. Et toi, ai-je demandé. As-tu des sentiments pour lui? Elle a semblé surprise par la franchise de la question. C'est compliqué. Décomplique-le. Une pause plus longue. Elle décidait à nouveau. Quelle part de vérité dire? Quelle part cachée? Je tiens à lui, a-t-elle finalement dit. Mais je sais que ça ne peut aller nulle part. Il t'aime. Il me l'a dit clairement. J'étais une erreur qu'il a faite et maintenant c'est fini. C'est fini? Oui, complètement. J'y ai mis fin hier, après que tu l'aies découvert. Je lui ai dit que nous ne pouvions plus faire ça. Noble de sa part. Prenant la position morale, se positionnant comme celle qui a pris la décision mature d'y mettre fin. Peu importe quelle est orchestrée ma découverte. Peu importe le sourire. Ce sourire, ai-je dit en observant son visage. Quoi? Quand je suis entré, tu m'as souri. Son expression n'a pas changé. Ne s'est pas transformée en panique ou en défense. Elle m'a juste regardé fixement. J'étais sous le choc, a-t-elle dit. Je ne m'en souviens même pas. Je ne souriais pas. J'étais horrifié. Mensonge calculé, mais livré si doucement que je l'aurais presque cru si je ne l'avais pas vu moi-même. Peut-être que j'ai mal interprété, ai-je dit en reculant, la laissant penser que j'étais incertaine, semant le doute dans ma propre mémoire. Tout s'est passé si vite. Claire, je te le promets, je n'ai ressenti que de l'horreur à ce moment-là. Je me sens toujours aussi mal. J'ai tout gâché. Elle a tendu la main sur la table, a posé sa main sur la mienne. Le contact m'a donné la chair de poule, mais je ne l'ai pas retirée. Je sais que ça n'aide pas, a-t-elle continué. Mais te perdre ton amitié, ta confiance, c'est la pire partie de tout ça. Tu as été comme une mère pour moi, meilleure que ma propre mère, et j'ai détruit ça. Je me déteste pour ça. La performance était parfaite. Ses yeux brillaient de larmes. Sa voix tremblait. Si je ne savais pas mieux, je croirais chaque mot. Mais je savais mieux. Et Marlène, ai-je demandé. Madison a retiré sa main. A baissé les yeux. C'est ce qui me tue le plus. Elle ne doit jamais savoir. Ça la détruirait. Détruirait notre amitié. Détruirait la façon dont elle voit son père et moi. Donc tu veux que je mente à ma fille? Je veux que tu la protèges. Y a-t-il une différence? Claire, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais Marlène ne mérite pas ça. Elle t'aime. Elle aime son père. Elle vous aime, toi et Logan, ensemble. Si ça se sait, elle perd tout ça. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'était de la manipulation déguisée en inquiétude. Me rendant responsable de la douleur de Marlène. Faisant passer la vérité pour de la cruauté et le mensonge pour de l'amour. Je n'ai pas encore décidé quoi lui dire. Ai-je dit. Pense juste à ce qui lui sert le mieux, pas à ce qui te fait te sentir mieux ou à ce qui punit Logan et moi. Ce qui aide réellement Marlène. J'avais envie de lui jeter mon thé au visage. J'avais envie de crier qu'elle aurait dû penser à Marlène avant de coucher avec le père de Marlène, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme, je suis resté dans mon personnage. Tu as raison, ai-je dit. Je dois penser à Marlène. Un soulagement a traversé le visage de Madison. Juste un instant. Puis l'inquiétude à nouveau. Comment vas-tu, a-t-elle demandé.
Vraiment? Je suis dévasté. Je ne peux pas imaginer. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire. Il n'y en a pas, nous sommes restés assis en silence. Le café bourdonnait autour de nous. Des gens normaux ayant des matinées normales, commandant des lattes et des pâtisseries et discutant de leurs projets du week-end. Personne ne regardait notre table et ne voyait les décombres. Je devrais y aller, a finalement dit Madison. Mais Claire, merci de m'avoir rencontré, de m'avoir écouté. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Elle s'est levée, a mis son sac sur son épaule, m'a regardé avec ses yeux bleus qui n'avaient jamais semblé froids jusqu'à présent. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, a-t-elle dit. Peut-être un jour, ai-je répondu. Elle est partie. Je l'ai regardée sortir, monter dans sa voiture, s'éloigner. Puis je suis resté assise là pendant encore 10 minutes, sirotant un thé qui avait refroidi, pensant à tout ce qu'elle avait dit et à tout ce qu'elle n'avait pas dit. Elle était douée. Mieux que douée. Si je n'avais pas vu ce sourire, j'aurais peut-être cru à sa contrition. Mais je l'avais vue, et je connaissais la vérité. Elle n'était pas désolée. Elle gérait la situation, s'assurant que je reste silencieuse, s'assurant que Marlène ne découvre jamais rien, s'assurant que lorsque je quitterais inévitablement Logan, car c'est ce à quoi elle s'attendait, elle serait parfaitement positionnée pour prendre la relève. L'amie concernée, la femme qui le comprenait, celle qui avait été là. Elle attendrait un temps respectable, 6 mois, peut-être 1 an. Puis elle commencerait à le voir ouvertement. Marlène serait choquée au début, peut-être en colère, mais Madison présenterait cela comme quelque chose qui s'est développé plus tard, après le divorce, après que tout se soit calmé. Elle dirait qu'ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre, que l'amour arrive de manière inattendue, qu'elle n'avait jamais voulu que cela se produise. Marlène finirait par l'accepter, car Madison était sa meilleure amie et Logan était son père. Et quel choix aurait-elle? Madison emménagerait dans ma maison, dormirait dans mon lit, organiserait les fêtes à ma table, deviendrait la belle-mère de Marlène. Finalement, elle aurait tout ce qu'elle voulait. Ma vie, parfaitement transférée à elle comme un organe donné. C'était le plan. Je le voyais si clairement. Et j'allais le réduire en cendres. J'ai pris mon téléphone, j'ai passé un appel. Jenkins Investigation privée. Comment pouvons-nous vous aider? J'ai besoin d'engager quelqu'un, ai-je dit. Pour de la surveillance et des recherches de fond. Quelle est la situation? Mon mari a une liaison. J'ai besoin de documentation, de tout. Où ils se rencontrent, à quelle fréquence, les communications si possible. Et j'ai besoin d'une vérification approfondie des antécédents de l'autre femme. Nous pouvons faire ça. Quand souhaitez-vous commencer? Aujourd'hui. Le nom de l'enquêtrice était Tara Bennett. Milieu de la quarantaine, anciennement du NIPD, dirigeant maintenant son propre cabinet privé. Elle m'a rencontré dans un café de l'autre côté de la ville, un endroit où je n'étais jamais allé, un endroit où Madison et Logan ne penseraient jamais à chercher. J'ai lu vos formulaires initiaux, a dit Tara en se glissant dans la banquette en face de moi. Elle était directe, professionnelle, avec des yeux vifs qui voyaient probablement tout. Votre mari est la meilleure amie de votre fille. C'est compliqué. C'est un mot pour le dire. Que espérez-vous obtenir de cette enquête? Procédure de divorce, accusation criminelle, juste la tranquillité d'esprit? Je ne sais pas encore. Tout ce qui précède, peut-être. J'ai juste besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui se passe. Elle a hoché la tête. Logique. Voici ce que je peux faire. Surveillance des deux parties. Documentation des réunions et des communications si possible. Vérification complète des antécédents de Madison Carter. Dossiers financiers s'ils sont accessibles. Analyse de l'empreinte numérique. Le tout. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de ce que nous trouvons. La surveillance commence immédiatement. La vérification des antécédents, je peux avoir des résultats préliminaires en 48 heures. Une analyse plus approfondie prend plus de temps. Faites-le. Ce n'est pas donné. Je m'en fiche. Elle m'a cité un chiffre qui m'a fait mal à l'estomac. Mais j'avais mon propre argent. J'avais travaillé tout au long de notre mariage, maintenu ma carrière, mon indépendance. Je n'avais jamais eu besoin de Logan financièrement. Une des choses dont j'avais été fière. Maintenant, j'en étais reconnaissante.
Encore une chose, ai-je dit. J'ai besoin de savoir s'il y en a d'autres femmes. Si c'est un schéma. L'expression de Tara s'est légèrement adoucie. Vous pensez qu'elle n'est pas la première? 3 mois, ça ne ressemble pas à une première liaison. On dirait qu'il a de l'entraînement. Je vais vérifier. Relevé de carte de crédit, registre d'hôtel, journaux d'appel si nous pouvons y accéder. S'il y en a d'autres, nous les trouverons. Nous avons finalisé les détails. Elle commencerait la surveillance cet après-midi-là. Des mises à jour tous les 2 jours. Tout documenté, tout recevable au tribunal si nécessaire. Quand j'ai quitté cette réunion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais ouvert la porte de la chambre. Un sentiment de détermination. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une enquêtrice, une stratège. Les 2 semaines suivantes furent un exercice d'acteur. J'ai joué l'épouse blessée envisageant la réconciliation. J'ai rencontré Logan 2 fois pour des discussions où je l'ai laissé s'excuser, le laisser pleurer, le laisser faire des promesses de thérapie, d'engagement et de ne plus jamais s'égarer. Je hochais la tête. J'écoutais. Je l'ai même laissé me tenir la main une fois. Tout cela pendant que Tara et son équipe documentaient tout. Ils se voyaient toujours. Malgré les affirmations de Madison que c'était fini, malgré les promesses larmoyantes de Logan, ils se rencontraient toujours. Plus prudemment maintenant. Des hôtels différents, toujours payés en espèces. Des téléphones prépayés que le spécialiste en technologie de Tara a réussi à identifier. Ils étaient prudents, mais pas assez. Tara a obtenu des photos. Horodatées, géolocalisées. Indéniables. Logan entrant dans une chambre d'hôtel. Madison arrivant 15 minutes plus tard. Les 2 partant séparément après 2 heures. Cela s'est produit 3 fois en 2 semaines. Chaque fois que je voyais les photos, quelque chose mourait en moi. La petite partie stupide de moi qui avait espéré qu'il disait la vérité. Que c'était peut-être vraiment fini. Que son remords était peut-être sincère. Ce n'était pas le cas. Il mentait toujours. Il la choisissait toujours. Il pensait toujours qu'il pouvait avoir les 2. La vérification des antécédents de Madison s'est avérée plus intéressante que prévu. Tara m'a tendu un épais dossier. Vos instincts étaient bons. Cette fille a un schéma. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Les années d'université de Madison étaient plus compliquées que je ne le savais. Elle avait été impliquée dans un scandale pendant sa 3e année, une liaison avec un professeur marié. L'affaire avait été étouffée, résolue discrètement, mais Tara avait trouvé les dossiers. La femme du professeur avait déposé une plainte au titre de la loi Title IX. Rien n'en est sorti officiellement, mais le professeur avait été encouragé à démissionner. Elle avait 20 ans, a dit Tara, ciblant déjà des hommes mariés plus âgés avec quelque chose à perdre. Il y avait plus. Après l'université, avant d'obtenir son poste actuel, elle avait brièvement travaillé dans un cabinet d'avocats. Renvoyée après 6 mois. La raison officielle était un mauvais rendement, mais Tara avait parlé à d'anciens collègues. Madison avait eu une liaison avec l'un des partenaires, un autre homme marié. Cette fois, la femme l'avait découvert et avait posé un ultimatum. Madison a été renvoyée pour sauver le mariage. Elle a déjà fait ça, ai-je dit, me sentant mal. Plusieurs fois. Elle cible des hommes stables et prospères dans des relations établies, s'introduit par des liens légitimes école, travail, amis, se rend indispensable, puis frappe. Pourquoi? Tara a haussé les épaules. Sans évaluation psychologique, je ne peux que deviner. Mais le schéma suggère qu'elle n'est pas seulement attirée par les hommes mariés. Elle est attirée par ce qu'ils représentent. La stabilité, le succès, la famille qu'elle n'a pas eue. Elle veut prendre ce que ces autres femmes ont. Elle veut être moi. Plus ou moins. Et elle s'est améliorée avec la pratique. Le professeur, elle était jeune et négligente. Elle s'est fait prendre rapidement. L'avocat, elle a duré plus longtemps mais a encore fait des erreurs. Avec votre mari, elle a été méthodique. Construisant la relation sur des années, s'intégrant dans la structure familiale, se faisant paraître inévitable. J'ai pensé à toutes ces fêtes, tous ces dîners, toutes ces fois où je l'avais accueillie chez nous en pensant être gentille. Elle m'étudiait, m'apprenait, se préparait à me remplacer. Il y a autre chose, a dit Tara. Elle a sorti un autre document.
Son activité sur les réseaux sociaux. Mon expert en technologie a fait une analyse approfondie. Elle a nettoyé ses publications, supprimant systématiquement tout ce qui ne correspond pas à l'image qu'elle cultive maintenant. Quel genre de publication? Des photos de fête, des selfies provoquants, tout ce qui la faisait paraître moins saine. Elle se refait une image depuis environ 3 ans, juste au moment où elle a rencontré votre fille. Créant une présence en ligne plus propre et plus respectable. Préméditation. Tout était prémédité. Et Logan, ai-je demandé. A-t-il déjà fait ça? L'expression de Tara est devenue compatissante. Pas que je puisse trouver. Aucun schéma de liaison, aucune charge suspecte ou séjour à l'hôtel avant Madison. Soit il a été incroyablement prudent, soit elle est vraiment sa première. Je ne savais pas quelle réponse je voulais entendre. Première, signifiait que tout notre mariage n'avait pas été un mensonge, seulement la fin. Multiple, signifiait que j'avais été une idiote depuis le début. Cependant, a poursuivi Tara, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ses finances. Au cours des 6 derniers mois, il a déplacé de l'argent. De petites sommes transférées sur un compte séparé. Votre nom n'y figure pas, mon sang s'est glacé. Combien? Environ $40 000 jusqu'à présent. 40, je n'ai pas pu finir la phrase. Cela pourrait être des économies innocentes, des investissements, mais combinés avec tout le reste, on dirait qu'il se prépare à quelque chose. Peut-être qu'il prévoit de partir. Peut-être qu'il se constitue un pécule pour sa nouvelle vie avec elle. Il planifiait un avenir avec elle tout en vivant encore dans notre maison, en dormant dans notre lit, en me disant qu'il voulait arranger les choses. La trahison était si profonde, si complète, que j'ai presque ri. Je veux tout, ai-je dit. Chaque photo, chaque reçu, chaque enregistrement. Je veux un dossier complet sur eux deux. Et je veux la preuve des transferts financiers. Le tout documenté et prêt pour le tribunal. Vous déposez une demande de divorce. Je vais faire plus que déposer une demande. La semaine suivante, j'ai tout planifié comme si j'orchestrais une campagne militaire. Chaque mouvement calculé, chaque éventualité considérée. Logan pensait que j'étais encore en train de décider de notre mariage. J'avais continué l'illusion, le rencontrant pour des dîners tristes et calmes où il me tenait la main et promettait de faire mieux. Où je pleurais juste assez pour paraître brisé mais pas irréparable. J'essaie, lui disais-je. J'ai juste besoin de plus de temps. Prends tout le temps dont tu as besoin, disait-il, croyant qu'il était en train de me reconquérir. Madison pensait que je protégeais Marlène, gardant la liaison secrète pour préserver l'innocence de ma fille. Elle m'avait même envoyé quelques textos avec des messages inquiets. Comment tiens-tu le coup, et, je pense à toi, et, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je répondais brièvement, froidement, maintenant juste assez de contact pour qu'elle pense être en sécurité. Marlène ne savait toujours rien. C'était la partie la plus difficile. Voir ma fille, lui parler, prétendre que tout allait bien alors que cette énorme vérité se dressait entre nous comme un mur. Mais j'avais besoin de son ignorance, juste un peu plus longtemps. Ce que je prévoyais nécessitait la surprise. J'ai rencontré une avocate spécialisée en divorce, la meilleure de la ville, Catherine Morrison, connue pour décimer les conjoints infidèles au tribunal. Je veux tout ce à quoi il a droit et rien de plus, lui ai-je dit. Je n'essaie pas de le détruire financièrement, mais je veux ce qui est juste, et je veux qu'il soit documenté que le mariage a pris fin en raison de son infidélité. Catherine a examiné les preuves de Tara, a hoché la tête avec approbation. C'est béton. De multiples cas d'adultère, une tromperie continue, des irrégularités financières. Vous obtiendrez un règlement équitable, voire plus compte tenu de son comportement. Et l'argent qu'il a déplacé? Nous soutiendrons qu'il cachait des actifs en prévision du divorce. Le tribunal ne voit pas cela d'un bon œil. Nous pouvons probablement le récupérer, plus une compensation. Bien. Cela ressemblait à de la justice. Mais le divorce n'était que le cadre juridique. Ce n'était pas le vrai plan. Le vrai plan concernait l'exposition, la vérité, s'assurer que tout le monde sache exactement qui était Madison et ce qu'elle avait fait. Non par cruauté, par protection. Car tant que le schéma de Madison restait caché, elle continuerait à faire cela, à cibler des familles, à détruire des vies. Quelqu'un devait l'arrêter. J'ai commencé à tout rassembler. L'enquête de Tara, la vérification des antécédents, la chronologie de ses liaisons précédentes,
les publications sur les réseaux sociaux supprimées que l'expert en technologie de Tara avait récupérées, des captures d'écran des messages entre Madison et Logan que l'expert avait extraites des sauvegardes dans le cloud. Les messages étaient accablants. Pas seulement sexuels. Cela aussi était là, assez explicite pour me donner envie de vomir. Mais aussi calculateur. Madison parlant de moi. Elle ne se doute de rien. Madison parlant de Marlène. Elle serait dévastée si elle savait. Madison parlant de leur avenir. Une fois le divorce prononcé, nous pourrons être ensemble ouvertement. Ils avaient planifié cela, planifié ma sortie de ma propre vie. J'ai tout compilé dans un document. Organisé, chronologique, indéniable. Puis j'ai planifié la révélation. L'anniversaire de Marlène était dans 3 semaines. Elle avait prévu un dîner, intime, juste avec des amis proches et la famille. Madison était invitée, bien sûr. Logan prévoyait de venir, même si nous étions séparés. Marlène m'avait demandé d'essayer d'être civilisé pour une nuit, pour son anniversaire. J'avais accepté. Je lui avais dit que je pouvais être mature à ce sujet. Le dîner aurait lieu dans l'appartement de Marlène. Décontracté, mais agréable. Elle avait mentionné peut-être 15 personnes. Parfait. J'ai appelé Marlène. Ma chérie, je pensais, pourquoi ne pas faire ton anniversaire ici, à la maison? Plus d'espace et je peux t'aider à cuisiner. Pour le rendre vraiment spécial. Tu es sûre, maman? Avec tout ce qui se passe avec toi et papa. C'est ton anniversaire. Je peux gérer une soirée. De plus, recevoir me manque. Laisse-moi faire ça pour toi. Elle était hésitante mais a accepté. Marlène avait toujours aimé les fêtes chez nous. Notre salle à manger, notre jardin, la cuisine où elle avait grandi. Elle voulait ce réconfort, surtout maintenant que le mariage de ses parents s'effondrait. J'ai passé les 3 semaines suivantes à préparer. Pas seulement la fête. La révélation. Un ami technicien m'a aidé à mettre en place une présentation. Les preuves organisées en un récit clair et convaincant, photos, textes, chronologie, tout. Je la diffuserai sur la télévision du salon. Après le dîner, avant le dessert, quand tout le monde serait à l'aise et ne se douterait de rien. Peut-être. Mais Madison avait choisi la cruauté en premier, avait orchestré mon humiliation, avait souri pendant que ma vie volait en éclats. La vengeance était de bonne guerre. Je me suis aussi assuré que certaines personnes figuraient sur la liste des invités. Les amis de Marlène, évidemment. Les collègues de Madison. Marlène travaillait maintenant dans la même entreprise. Ils seraient naturellement invités. Les partenaires commerciaux de Logan. Marlène les avait rencontrés lors d'événements de l'entreprise, les considérait comme des amis de la famille. Et j'ai fait un ajout spécial. La femme de l'avocat avec qui Madison avait eu une liaison. Elle s'appelait Patricia. Elle vivait en ville. Je l'avais trouvée grâce à l'enquête de Tara, l'avais contactée par un message Facebook soigneusement formulé. Vous ne me connaissez pas, mais nous avons quelque chose en commun. J'aimerais parler. Nous nous étions rencontrés pour un café. Je lui avais raconté mon histoire. Elle m'avait raconté la sienne. La douleur dans ses yeux correspondait à la mienne. J'ai essayé d'avertir les gens à son sujet, avait dit Patricia. J'en ai parlé sur certains forums, mais elle a menacé de poursuites judiciaires. Diffamation. J'ai dû tout supprimer. Et si vous n'aviez pas à le faire? Et s'il y avait des preuves? Je lui avais montré les preuves, j'avais observé son visage alors qu'elle reconnaissait le schéma de Madison, ses méthodes. Elle recommence, avait murmuré Patricia. Mon Dieu, elle fait exactement ce qu'elle nous a fait. Aidez-moi à l'arrêter. Et Patricia avait accepté. Elle viendrait à la fête en tant qu'invitée, mon amie. Personne ne saurait qui elle était jusqu'au moment de la révélation. 3 semaines. J'ai cuisiné les plats préférés de Marlène, décoré la maison, joué l'hôtesse gracieuse, planifiant la célébration de sa fille. Logan est passé pour déposer un cadeau pour Marlène quelques jours avant la fête. C'est bien de ta part, a-t-il dit. D'organiser ça malgré tout. Marlène apprécie vraiment. C'est ma fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je sais. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'amour ou de la culpabilité. Claire, après la fête, on pourra parler? Vraiment parler de notre avenir.
Bien sûr, ai-je dit. J'ai souri. Je l'ai laissé espérer. Il est parti en croyant que je m'adoucissais. Que la réconciliation était peut-être possible, que sa patiente campagne de remords fonctionnait. Madison a envoyé un texto, est-ce que ce sera bizarre si je viens à la fête de Marlène? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. J'ai répondu, viens. Marlène veut que tu sois là. Je peux gérer ça. Tu es incroyable, Claire. Vraiment, ta force à travers tout ça est incroyable. Je n'ai pas répondu à ça. Je ne pouvais pas me fier à moi-même pour maintenir la façade par texto. La veille de la fête, j'ai tout revu une dernière fois. Les preuves étaient irréfutables. La présentation était prête. Les invités étaient confirmés. Marlène a appelé, excitée pour le lendemain. J'ai hâte, maman. Ça va être parfait. Oui, ma chérie, ai-je dit. Ça le sera vraiment. Je le pensais, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Le lendemain soir, alors que les invités commençaient à arriver chez moi pour la fête d'anniversaire de ma fille, je me sentais calme, étrangement calme, le genre de calme qui vient quand on a fait la paix avec l'idée de tout brûler. Marlène était radieuse, 24 ans, belle, gentille et sans méfiance. Elle m'a serré dans ses bras en arrivant. Merci pour ça, maman, d'être si forte. Toujours, mon bébé. Logan est arrivé ensuite, mal à l'aise, mais essayant. Nous nous sommes salués poliment, comme de lointaines connaissances au lieu de mari et femme. Madison est arrivée avec un retard à la mode, magnifique dans une robe bleue. Elle a serré Marlène dans ses bras, lui a tendu un cadeau emballé, puis s'est tournée vers moi. Claire, merci de m'avoir invité. Bien sûr, ai-je dit. J'ai souri. Je l'ai laissé penser qu'elle était en sécurité. La fête s'est remplie de gens. Les amis de Marlène, ses collègues, les amis de la famille. Patricia est arrivée et je l'ai présentée comme une nouvelle amie que j'avais rencontrée récemment. Personne n'a remis cela en question. Nous avons dîné, ri, porté un toast à Marlène. Tout était parfait et normal et exactement ce que devrait être une fête d'anniversaire. Puis je me suis levé. Avant de prendre le gâteau, ai-je dit, j'aimerais partager quelque chose. Une petite présentation. Marlène, ma chérie, cela fait partie de ton cadeau. Marlène a semblé confuse, mais heureuse. Maman, tu n'étais pas obligée. Je voulais le faire. J'ai pris la télécommande, j'ai allumé la télévision. Tout le monde, si vous pouviez vous rassembler dans le salon un instant. Ils sont entrés, curieux, sans méfiance. Madison se tenait près du fond, à côté de Logan. Je les ai vus échanger un regard. Bref mais tendu. La première lueur d'inquiétude. Marlène se tenait devant, excitée de voir ce que sa mère avait préparé. J'ai appuyé sur « Lecture ». L'écran s'est rempli de textes. La vérité sur Madison Carter. Le sourire de Marlène a vacillé. Maman, qu'est-ce que... Regarde, ma chérie. La présentation a commencé. Elle a commencé par la liaison. Des photos de Logan et Madison entrant dans des hôtels. Horodatage. Lieu. Des preuves indéniables. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Marlène a perdu toute couleur. Elle s'est tournée pour regarder Madison, puis Logan, puis de nouveau l'écran. Non, a-t-elle murmuré. Non, ce n'est pas. Mais c'était le cas. Et la présentation a continué. Des messages textes entreprojetés assez grands pour que tout le monde puisse les lire. Des messages explicites, des messages de planification, des messages sur moi. Elle n'a aucune idée. Et, c'est plus facile que je ne le pensais. Et, bientôt, nous pourrons arrêter de faire semblant. Puis est venue l'histoire de Madison. Le professeur, l'avocat, le schéma exposé de manière claire et chronologique. Patricia s'est avancée. C'est moi, a-t-elle dit en montrant une photo à l'écran. Mon mari. Ce qu'elle a fait à ma famille. Madison était devenue blanche. C'est. Tu ne peux pas. Je peux, ai-je dit calmement. Tout est vrai, tout est documenté, tout est réel. Logan essayait d'atteindre Marlène, qui s'est brusquement éloignée de lui comme s'il l'avait brûlée. Marlène, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? La voix de Marlène s'est brisée. Expliquer quoi?
Que tu couchais avec ma meilleure amie? Que vous m'avez tous les deux menti? Marlène, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu. A commencé Madison. Ne le fais pas, la voix de Marlène était aussi tranchante que du verre. N'ose pas me parler. La présentation a continué. Plus de preuves, plus d'histoires. Les publications supprimées de Madison sur les réseaux sociaux, récupérées et affichées, des photos d'elle avec d'autres hommes mariés. La preuve de son changement d'image systématique. Son infiltration calculée dans notre famille. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception de l'audio de la présentation. Moi, narrant la chronologie, expliquant chaque pièce à conviction avec une précision clinique. Certains invités avaient commencé à enregistrer sur leur téléphone. Je m'y attendais, je l'accueillais. Cela devait se propager au-delà de cette pièce. Quand la présentation s'est terminée, l'écran est devenu noir. J'ai allumé les lumières. Madison pleurait. Tu n'as pas le droit. C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre pour... Pourquoi? Catherine Morrison est sortie de l'endroit où elle se tenait, près du fond. Je n'avais pas mentionné que j'avais invité mon avocate. Pour avoir dit la vérité? Tout ce qui se trouve dans cette présentation est un fait documenté. Vous êtes libre d'essayer de poursuivre, mais la phase de communication des preuves serait fascinante. La bouche de Madison s'est refermée. Logan me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Claire, pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi ici? Pourquoi devant Marlène? Parce que Marlène méritait de connaître la vérité, ai-je dit. Parce qu'elle allait finir par le découvrir, et je voulais qu'elle l'entende de ma bouche, avec des preuves, pour qu'elle ne puisse plus être manipulée par vos mensonges. Tu nous as tendu une embuscade. Comme Madison m'a tendu une embuscade. Ma voix s'est élevée pour la première fois. Comme elle a orchestré ma découverte, comme elle m'a souri pendant que je vous trouvais dans notre lit. Marlène a fait un bruit, un sanglot qui semblait venir de quelque part de profond et de brisé. Elle a souri. Elle a souri, ai-je confirmé. Parce que ce n'était jamais juste une liaison, Marlène. C'était un plan calculé pour prendre ma vie, pour me chasser et prendre ma place. Regarde les preuves. Regarde son histoire. C'est ce qu'elle fait. Marlène s'est tournée vers Madison. C'est vrai? As-tu? Essayais-tu de? Les larmes de Madison s'étaient arrêtées. Son visage se durcissait. Le masque se fissurait, révélant quelque chose de froid en dessous. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, a-t-elle dit. De grandir sans rien. De regarder tout le monde avoir des familles parfaites, des vies parfaites. Tu as tout, Marlène. Tout ce que je n'ai jamais eu. Alors tu as essayé de le voler. La voix de Marlène tremblait. Tu as fait semblant d'être mon ami tout en couchant avec mon père. Tout en planifiant de détruire ma famille. Je n'essayais pas de la détruire. J'essayais d'en faire partie. En remplaçant ma mère. Le silence de Madison était une réponse suffisante. Marlène s'est tournée vers Logan. Et toi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à maman? À moi? Marlène, j'ai fait une terrible erreur. Une erreur? Marlène a ri, un rire dur et amer. Une erreur, c'est d'oublier un anniversaire. Ça, c'est... Elle n'a pas pu finir. Elle s'est tournée vers moi. Maman, je suis tellement désolé. Je l'ai fait entrer dans nos vies. Je lui ai fait confiance. Je pensais? Ce n'est pas ta faute. Ai-je dit fermement en allant vers elle. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu as fait confiance à des gens que tu aimais. Ce n'est pas mal. Ce sont eux qui ont trahi cette confiance. J'ai tenu ma fille pendant qu'elle pleurait. Par-dessus son épaule, j'ai regardé les autres invités, le dégoût. Plusieurs des partenaires commerciaux de Logan le regardaient avec des expressions qui disaient que sa réputation professionnelle venait de prendre un coup. Les collègues de Madison chuchotaient, téléphone sorti, envoyant déjà des textos à d'autres personnes de leur entreprise. L'exposition était complète. Patricia s'est approchée de Madison. Je t'avais dit que quelqu'un t'arrêterait un jour. Je t'avais dit que ça te rattraperait. Madison l'a regardée avec une haine pure. Espèce de vieille amère. Attention, a dit Catherine. Il y a des témoins. Et contrairement à ce qu'il y a sur cet écran,
la vraie diffamation a des conséquences. Madison a attrapé son sac à main. Je m'en vais. Bonne idée, ai-je dit. Et Madison, si tu contactes ma fille, mon mari ou moi, encore une fois, je demanderai une ordonnance restrictive. Et je m'assurerai que tous les employeurs de cette ville sachent exactement ce que tu fais aux familles. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le ferai. Tu as construit ta vie en cachant ton schéma. Je vais m'assurer qu'il te suit partout. Elle est partie. La porte a claqué derrière elle. Plusieurs invités sont partis peu après, mal à l'aise avec les décombres dont ils avaient été témoins. Mais certains sont restés. Les vrais amis de Marlène, les gens qui se souciaient d'elle, de la vérité. Logan se tenait seul au centre de la pièce. « Claire, a-t-il dit. Pouvons-nous parler en privé ? » Non. Tout ce que tu as à dire peut être dit devant notre fille. Il a regardé Marlène. Je t'aime. Je sais que je t'ai terriblement blessé, mais tu es ma fille et je t'aime plus que tout. Juste pas plus que tu ne voulais Madison, a dit doucement Marlène. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, papa ? Aide-moi à comprendre comment tu as pu faire ça. Il n'avait pas de réponse. Aucune explication qui ne sonnerait pas creuse. Catherine, ai-je dit, peux-tu donner les papiers à Logan ? Catherine a sorti une enveloppe de son sac, l'a tendue à Logan. Vous avez été assigné. La procédure de divorce commence lundi. Ses mains tremblaient en la prenant. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça. Thérapie, temps. Tout ce dont tu as besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un divorce. Ce dont j'ai besoin, c'est de ne plus jamais te revoir en dehors des procédures judiciaires. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu quittes ma maison. C'est ma maison aussi. Pas pour longtemps. Catherine a déposé une demande d'ordonnance d'urgence. Compte tenu des preuves de votre infidélité et de vos irrégularités financières, je suis convaincu que le juge m'accordera l'occupation exclusive temporaire. Vous avez 24 heures pour récupérer vos effets personnels essentiels. Tout le reste sera géré par l'intermédiaire des avocats. Son visage s'est décomposé. Tu le fais vraiment. Tu l'as fait quand tu as fait le choix de me trahir tous les jours pendant 3 mois. Pardon, 6 mois, puisque c'est la vraie chronologie. Tu as fait le choix. Ceci n'est que la conséquence. Il a regardé autour de la pièce les invités qui restaient, tous le regardant avec des degrés variables de jugement. Marlène, qui ne voulait pas croiser son regard. Moi, debout, grande et impassible. Je vais y aller, a-t-il finalement dit. Mais Marlène, s'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. S'il te plaît. Marlène n'a rien dit. Il est parti, les épaules affaissées, l'air d'avoir 20 ans de plus qu'à son arrivée. Les invités restants sont partis lentement, chacun s'arrêtant pour serrer Marlène dans ses bras, pour lui dire qu'ils étaient là si elle avait besoin de quelque chose, pour me dire que j'étais courageuse, forte, que j'avais fait ce qu'il fallait. Finalement, il ne restait plus que Marlène et moi. Mère et fille, dans la maison où elle avait grandi, entourée des ruines de sa fête d'anniversaire. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis tellement désolé de l'avoir fait de cette façon, mais j'avais besoin que tu vois la vérité. J'avais besoin que tu aies des preuves pour qu'il ne puisse pas la déformer, ne puisse pas te faire douter. Maman. Elle a pris mes mains. Son visage était strié de larmes et dévasté, mais ses yeux étaient clairs. Tu m'as protégé. Tu aurais pu me le dire il y a des semaines. En faire mon fardeau à porter, mais tu l'as porté seul jusqu'à ce que tu aies tous les faits. Jusqu'à ce que tu puisses me montrer la vérité d'une manière que je ne pouvais pas nier. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais. Mais papa et Madison, si. Ils nous ont fait du mal à toutes les deux. Elle m'a serré dans ses bras. Je t'aime, maman. Et je suis si fier de toi d'avoir été assez forte pour faire ça. Nous sommes restés là, nous tenant l'une l'autre, pendant que mon cœur se brisait et se réparait simultanément. J'avais perdu mon mariage, mais j'avais gardé ma fille. J'avais gardé la seule chose qui comptait le plus. Je peux rester ici ce soir, a demandé Marlène. Je ne veux pas être seule. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. C'est ta maison. Nous avons nettoyé les débris de la fête ensemble, jeté des assiettes de gâteaux non mangés, rangé les décorations, effacé les preuves physiques de la pire fête d'anniversaire de l'histoire.
C'est fini entre Madison et moi, a dit Marlène pendant que nous travaillions. Je ne veux plus jamais la revoir. Je comprends. Toutes ces années. Je pensais qu'elle était ma meilleure amie. Je lui ai tout dit. Et pendant tout ce temps, elle. La voix de Marlène s'est brisée. Comment faire confiance à quelqu'un à nouveau? De la même manière que je le ferai. Prudemment. Mais tout le monde n'est pas comme eux. La plupart des gens sont bons. Honnêtes. Nous devons juste faire plus attention à qui nous laissons s'approcher. Marlène a hoché la tête. Je vais avoir besoin d'une thérapie. Moi aussi. Nous trouverons quelqu'un de bien. Nous surmonterons ça ensemble. Ensemble. Mon téléphone a vibré. Un texto de Logan. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je l'ai supprimé sans répondre. Un autre texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, tu vas le regretter. Me faire passer pour la méchante ne changera pas ce qui s'est passé. Madison. D'un autre numéro. Toujours incapable d'accepter la responsabilité. J'ai transféré le texto à Catherine avec une note. À ajouter au dossier de harcèlement, puis j'ai bloqué le numéro. Marlène et moi sommes restés éveillés tard à parler. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous avons mangé de la glace directement du pot et regardé des films stupides et avons lentement commencé le processus de guérison. Vers 2 heures du matin, Marlène s'est endormie sur le canapé. Je l'ai couverte d'une couverture, les regarder dormir comme je le faisais quand elle était petite. Puis je suis monté à la chambre. Je l'avais évité depuis ce jour-là, dormant dans la chambre d'amis. Mais il était temps. J'ai ouvert la porte, j'ai allumé la lumière. Le lit était toujours fait. Je n'y avais jamais touché après. La pièce avait l'air normale, innocente, comme si rien de terrible ne s'était passé ici. J'ai défait le lit, chaque drap, chaque thé d'oreiller. Je les ai descendus et je les ai jetés à la poubelle. Pas à la lessive. À la poubelle. Certaines choses ne pouvaient pas être nettoyées. Puis je suis remonté et j'ai ouvert le placard de Logan. J'ai commencé à sortir des vêtements, à les empiler sur le sol. Il avait 24 heures pour récupérer ses affaires. J'allais lui faciliter la tâche. Tout ce qui lui appartenait en une seule pile, prête à partir. Au fond de son placard, j'ai trouvé une boîte. Petite, en velours. Mon cœur s'est serré. Une boîte à bijoux. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un collier, en or blanc, délicat avec un petit pendentif en diamant. Cher, de bon goût. Il y avait un reçu dans la boîte. Acheté il y a 3 semaines. Le même jour où il m'avait apporté des fleurs. Mes mains tremblaient. Le collier n'était pas pour moi. J'avais reçu des fleurs. C'était pour elle. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de « elle ». Leur relation était exposée, détruite. Il ne pouvait plus le donner à Madison maintenant. Alors il essaierait probablement de me le donner. Une offrande de paix, un cadeau de réconciliation, espérant que je ne saurais jamais qu'il était destiné à quelqu'un d'autre. Le calcul, la froideur, cela a tout clarifié. J'ai remis le collier dans la boîte, je l'ai placé sur le dessus de la pile de ses vêtements. Il pouvait l'avoir, le donner à qui il voulait. Ça ne signifiait rien pour moi. J'ai fini de vider ses affaires. Produits de salle de bain, livres de sa table de chevet, photos où il apparaissait, dans une boîte, prêt à être emporté. Je l'effaçais de mon espace, de ma vie. Cela a pris des heures. Quand j'ai eu fini, le soleil se levait. La chambre avait l'air différente, mais aussi plus propre, comme si j'avais enlevé quelque chose de toxique. J'ai fait le lit avec des draps propres, je me suis allongé et j'ai attendu de ressentir quelque chose. De la tristesse, du regret, du chagrin pour le mariage que j'avais perdu. Je ne ressentais que du soulagement. Et quelque part sous l'épuisement et la douleur, autre chose. La liberté. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un flou de procédures judiciaires, de séances de thérapie et de lente reconstruction. Logan est venu chercher ses affaires. Je n'étais pas là. Catherine l'avait déconseillé. Marlène n'était pas là non plus. Elle s'est temporairement installée avec moi, incapable d'affronter la solitude, ne voulant pas encore voir son père. Il a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je regretterai ça pour le reste de ma vie.
Je suis désolé d'avoir tout jeté pour quelque chose qui ne signifiait rien. Tu méritais mieux. Marlène méritait mieux. J'espère qu'un jour vous pourrez toutes les deux me pardonner. Je l'ai lu une fois, je l'ai mis dans un dossier intitulé « Divorce, divers ». Je n'ai rien ressenti. La vidéo de la fête de Marlène s'était propagée. Pas de manière virale. J'avais demandé aux invités de ne pas la publier publiquement, et la plupart avaient respecté cela. Mais au sein de notre cercle social, du cercle d'affaires de Logan, du cercle professionnel de Madison, elle avait fait le tour. Les partenaires commerciaux de Logan ont pris leur distance avec lui. Pas officiellement, il travaillait toujours là, mais la dynamique avait changé. La confiance était rompue. Son jugement était remis en question. Plusieurs clients ont demandé des gestionnaires de comptes différents. Madison a été renvoyé de son travail. Marlène me l'a dit tranquillement, sans satisfaction. Environnement de travail hostile, a expliqué Marlène. Plusieurs personnes ont dit qu'elle ne pouvait pas travailler avec elle après avoir vu ce qu'elle avait fait. Son patron a décidé qu'il était plus facile de la laisser partir. Comment te sens-tu à ce sujet, ai-je demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'elle le mérite. Une partie de moi se sent coupable de ressentir ça. Elle a fait ses choix. Ce sont les conséquences. Madison a essayé de contacter Marlène plusieurs fois. Appel, texto, se présentant à l'appartement de Marlène. Marlène a bloqué son numéro, a obtenu une ordonnance restrictive quand Madison n'arrêtait pas. Elle n'arrête pas de dire que je ne comprends pas, m'a dit Marlène après un incident particulièrement bouleversant. Qu'elle essayait juste d'avoir une famille, qu'elle m'aimait comme une sœur et papa comme. Elle n'a pas pu finir. Elle réécrit l'histoire, ai-je dit, se faisant passer pour la victime. Ne la laisse pas faire. J'essaie de ne pas le faire. La procédure de divorce a avancé. Logan a d'abord essayé de contester le règlement, arguant que la maison était un bien matrimonial et que le partage devait être égal. Catherine a détruit cet argument avec les dossiers financiers, l'argent qu'il avait déplacé, les cadeaux qu'il avait achetés à Madison débités sur des cartes de crédit conjointes, les chambres d'hôtel, tout. Le juge n'a pas été sympathique. J'ai eu la maison, la majorité de nos économies et une pension alimentaire équitable. Logan a eu ce qui restait de sa réputation et l'appartement qu'il avait loué. Il demande si vous accepteriez de le rencontrer, m'a dit Catherine après une audience. Il dit qu'il a besoin de tourner la page. Dites-lui non. Il peut tourner la page avec un thérapeute. Elle a souri. Déjà fait. Marlène a commencé une thérapie. Des séances individuelles pour traiter la trahison, la confiance brisée, le deuil compliqué de perdre une amie et de voir le mariage de ses parents se dissoudre. Je suis allé voir un autre thérapeute. Problème similaire. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, m'a dit ma thérapeute, le Dr Wells, lors d'une séance. La plupart des gens restent silencieux. Cachent la vérité. Vous l'avez exposée. Je les ai humiliés publiquement. Vous les avez tenus responsables publiquement. Il y a une différence. Vraiment? Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. Si j'aurais dû gérer ça en privé. Est-ce que le privé aurait protégé les futures victimes du schéma de Madison? Est-ce que cela aurait donné à Marlène les preuves dont elle avait besoin pour comprendre que ce n'était pas de sa faute? Non. Alors vous avez fait ce que vous deviez faire. Non par cruauté, par vérité. Je voulais le croire. La plupart du temps, je le faisais. D'autres jours, je me demandais si j'étais devenu aussi cruel que Madison, juste d'une manière différente. Mais alors je me souvenais du sourire, ce sourire victorieux et calculé, et je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. 3 mois après l'exposition, j'ai reçu un appel de Patricia, la femme de l'avocat. 2 autres femmes m'ont contacté, a-t-elle dit. Elles ont vu la vidéo. Elles ont aussi eu une liaison avec Madison. À des moments différents, dans des villes différentes. Le même schéma. Elles veulent savoir si nous montons un dossier. Un dossier pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être un procès civil. Peut-être juste un avertissement public. Mais elles veulent t'aider à documenter son histoire. S'assurer que ce soit accessible à quiconque cherche son nom sur Google. Elles pourraient poursuivre pour diffamation. Pas si c'est vrai. Et nous avons des preuves. Nous toutes. J'y ai réfléchi.
Je me suis demandé si plus d'exposition, plus de vengeance, plus de honte publique aiderait ou ne ferait que perpétuer le cycle. Laissez-moi y réfléchir, ai-je finalement dit. Claire, merci pour ce que vous avez fait. Vous nous avez donné la permission, à nous autres, de ne plus être silencieuses. Après qu'elle ait raccroché, j'ai médité là-dessus. L'idée que ma vengeance, ma justice, ma vérité avait donné du pouvoir à d'autres. Est-ce que cela valait la douleur de la méthode? Je n'étais toujours pas sûr. Marlène a eu une promotion au travail. Un nouveau département, loin des gens qui avaient été témoins du drame. Un nouveau départ professionnel. Je pense à déménager, m'a-t-elle dit un soir au dîner. Pas loin, mais dans mon propre appartement. Rendre mon appartement vraiment accueillant au lieu d'une étape temporaire. C'est bien, ai-je dit, le pensant, même si mon cœur me faisait mal à l'idée qu'elle parte à nouveau. Tu pourrais venir avec moi, a-t-elle offert. Prendre un appartement ensemble. Un nouveau départ pour nous deux. J'y ai réfléchi. Quitter la maison, quitter les souvenirs, tout recommencer à zéro. Mais non. C'est ma maison, ai-je dit. Je ne vais pas laisser ce qui s'est passé ici me chasser. Je vais la reconquérir. La rendre à nouveau mienne. C'est courageux. Où t'es-tu? Les deux, a dit Marlène en souriant. Certainement les deux. 6 mois après l'exposition, le divorce a été finalisé. Catherine a appelé avec la nouvelle. C'est fait. Vous êtes officiellement célibataire. Célibataire. Le mot semblait étrange après 19 ans passés en couple, défini par rapport à quelqu'un d'autre. J'étais juste moi-même. Comment vous sentez-vous? A demandé Catherine. Libre, ai-je dit, et je le pensais. J'ai redécoré la chambre. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, tout de neuf. J'ai effacé toute trace de Logan jusqu'à ce que ce ne soit que mon espace. Mon sanctuaire. J'ai commencé à sortir de manière décontractée. Rien de sérieux. Juste me souvenir de ce que c'était que d'être vue comme une femme, pas seulement une épouse ou une mère. Marlène s'est épanouie, s'est fait de nouveaux amis, a commencé à voir un gars de son nouveau département. Gentil, stable, complètement déconnecté des décombres du passé. Et lentement, douloureusement, nous avons toutes les deux guéri. 1 an après avoir ouvert cette porte de chambre, j'étais dans un café quand je l'ai vue. Madison. Elle avait l'air différente. Plus mince, plus dure. Ses cheveux étaient plus courts, plus foncés. Mais je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Elle était avec un homme, plus âgé, alliance visible. Ils étaient assis près l'un de l'autre, parlant intensément, et je les regardais se pencher et toucher son bras avec une aisance étudiée. Le schéma se répétait. Nos regards se sont croisés à travers le café. La reconnaissance a vacillé dans les siens. Puis autre chose, ce même calcul froid que j'avais vu dans notre chambre. Elle a souri. Pas victorieuse cette fois, mais pas honteuse non plus. C'était un sourire qui disait, « Tu ne m'as pas brisé. Tu ne m'as pas arrêté. Je suis toujours là. » Mon premier instinct a été la rage. L'envie de m'approcher, d'avertir l'homme, de l'exposer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris quelque chose à ce moment-là. Madison serait toujours Madison. Elle continuerait à faire ça, à cibler des familles, à essayer de prendre ce que les autres avaient construit. Et je ne pouvais pas passer ma vie à la suivre, à avertir les gens. Je ne pouvais pas la laisser occuper plus de mon temps, de mon énergie, de ma vie. Elle en avait déjà pris assez. Pourtant, j'ai souri en retour. Pas le sourire blessé d'une victime. Pas le sourire amer de quelqu'un encore piégé dans le passé. Un sourire de quelqu'un qui avait survécu, qui s'était battu, qui avait reconstruit. Un sourire qui disait, « Tu voulais ma vie. Tu as essayé de prendre ma place, mais je suis toujours là, plus forte, libre. Et tu fais toujours la même chose désespérée, poursuivant la même victoire creuse. » Un sourire qui disait, « J'ai gagné. » Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires et je suis passé devant sa table sans un mot. J'ai quitté le café, je l'ai laissé à sa prochaine victime, à son prochain stratagème, à sa prochaine tentative de combler le vide qui la rongeait. Parce qu'elle n'était plus mon problème. Je suis rentré chez moi, dans la maison que j'avais reconquise, dans la vie que j'avais reconstruite. Marlène venait dîner. Je préparais ses pâtes préférées. Nous allions regarder un film,
rire et simplement exister dans la paix que nous avions si durement conquise. Dans l'allée, je suis resté un moment dans ma voiture, j'ai regardé ma maison, mon foyer, l'endroit où tout s'était effondré et où j'avais lentement recollé les morceaux. Ce n'était plus la même chose qu'avant. Je n'étais plus la même. Les fissures étaient toujours visibles si on savait où regarder. Mais les fissures laissent entrer la lumière. Et j'étais pleine de lumière maintenant. Une lumière durement gagnée, éprouvée au combat. J'étais entré et j'avais trouvé mon mari et la meilleure amie de ma fille. J'avais vu le sourire de Madison, ce sourire cruel et victorieux, et il m'avait presque détruite. Mais seulement presque. Parce que j'avais choisi de me battre, d'exposer la vérité, de refuser d'être effacé. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gardé ma dignité, ma fille, et surtout, moi-même. Et à la fin, c'était tout. Je suis sorti de la voiture, j'ai déverrouillé ma porte d'entrée, je suis entré dans ma maison la tête haute. Derrière moi, le passé restait à sa place. Devant moi, l'avenir attendait, incertain, oui, mais le mien. Et en commençant à préparer le dîner, me préparant pour une soirée avec ma fille, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. Je souriais. Pas de douleur, pas d'amertume. Avec de la paix, avec du pouvoir, avec la connaissance tranquille que j'avais survécu à l'insurvivable et que j'en étais sorti plus forte. Madison m'avait souri dans cette chambre, pensant qu'elle avait gagné. Mais cette fois, c'était moi qui souriais. Et cette fois, c'était réel.